Bonjour, aujourd'hui on parle de la conservation des aliments et, chose un petit peu cocasse, quand j'ai monté le cours, j'avais prévu que ce cours-ci se fasse par classe inversée, donc que les étudiants regardent des capsules vidéo et qu'on en discute en classe par la suite. Mais avec la situation de la COVID présentement, bien toutes mes capsules, ou tous mes cours, pardon, sont faits par capsule YouTube. Donc, ce ne sera pas un gros changement, mais j'ai décidé de laisser la diapo là pour réaliser un petit peu l'étendue de la situation là, où tous les cours présentement sont faits à distance. Donc, ça ne fera pas changement pour vous. On y va. Donc, quels sont les moyens pour conserver la nourriture, les moyens employés? Donc, il peut y avoir de la fermentation. Puis, il y a des moyens là-dedans là, qui datent de centaines, peut-être même de milliers d'années. Il y en a qui sont beaucoup plus récents, avec des nouvelles technologies, mais il y a des méthodes là-dedans qui datent de milliers d'années. La fermentation. Okay? C'est pas d'hier qu'on fait du vin, de la bière, qu'on fait fermenter soit le lait, qu'on fait fermenter des fruits et des légumes pour les conserver. Le froid, le contrôle de l'air, okay, ou du type de gaz présent, divers traitements qu'on peut appliquer sur les produits alimentaires, la chaleur, le type d'emballage qu'on va utiliser, le retrait de l'eau. Okay, on a vu des notions de disponibilité de l'eau. Donc, si on déshydrate des aliments, si on en retire l'humidité, on devrait pouvoir les conserver un petit peu plus longtemps. Et parfois aussi, ben, on va euh, ajouter des substances chimiques. Puis là, quand je dis chimique, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que si j'utilise le terme chimique, que c'est néfaste, dangereux, que ce n'est pas sécuritaire pour la santé, là, loin de là. Il y a des substances, des agents de conservation qui sont des substances biologiques, dans le sens où ce sont des micro-organismes parfois qui les produisent. Donc, agents de conservation, on va en présenter quelques-uns. Donc, si je commence avec la fermentation, bien, la fermentation, c'est un métabolisme microbien qui peut se faire sans oxygène. Donc, les bactéries peuvent faire la fermentation, comme certaines bactéries lactiques, par exemple. Les levures, okay? Fermentation du jus de raisin, fermentation de céréales, donc pour produire du vin, de la bière. Puis, certaines moisissures peuvent le faire aussi dans la production de fromage ou autres aliments. Donc, c'est un procédé que l'humain utilise depuis très longtemps. On s'entend qu'il y a 2000 ans, quand on faisait du vin, peut-être qu'on ne comprenait pas la complexité de la chose, qu'on ne comprenait pas l'importance des micro-organismes qui créaient, par exemple, l'alcool dans le vin, mais on laissait fermenter le jus pendant un certain temps, on récoltait par la suite le produit fini, donc le vin avec l'alcool. Donc, sans comprendre tout le détail, c'est une technique qui était utilisée. Il y a 5 types de fermentation, donc la fermentation lactique pour la production de yogourt, de fromage, de choucroute, de saucisson. Donc, on a passé beaucoup de temps là, à expliquer ce type de fermentation-là dans les chapitres précédents. Fermentation acétique pour la production du vinaigre. Donc, parfois, malheureusement, on pourrait vouloir faire simplement de la fermentation alcoolique, par exemple pour la production de vin, mais parfois, okay, si certains micro-organismes d'altération se retrouvent dans le vin, ou si par exemple le vin est vieilli et qu'il y a présence d'oxygène, donc ça pourrait laisser se développer certains micro-organismes que l'on ne souhaite pas, bien, on pourrait se ramasser avec un vin qui tourne un peu au vinaigre. Mais à la base, on peut souhaiter vouloir produire du vinaigre, donc il y a de la fermentation acétique qui se fait. Propionique, donc certaines bactéries qui ont la capacité de dégrader certaines molécules et de produire des gaz et certaines molécules, soit qui vont donner du goût ou une odeur particulière au produit, donc entre autres le fromage suisse. Fermentation alcoolique, donc les levures comme Saccharomyces cerevisiae, utilisées pour le vin, la bière, le pain aussi. On s'entend que dans le pain, il y a de la fermentation alcoolique. Ce que l'on recherche, c'est surtout la production de gaz pour faire lever la pâte, mais dès qu'on va faire cuire cette pâte-là, l'alcool va tout simplement s'évaporer. Donc, il n'y a pas nécessairement d'alcool résiduel là, dans le pain que l'on mange. Puis, bon, comme je l'ai dit, là, les moisissures peuvent s'y mettre aussi, donc pour la production de fromage, de miso, de tempeh, donc fermentation de fèves de soya, par exemple. Les moisissures peuvent procéder à cela. Donc, comme je l'ai dit, la fermentation, c'est sans oxygène. Donc, les produits finaux ne seront pas, par exemple, de l'eau ou
ou simplement du CO2 comme dans la respiration cellulaire. D'accord? Donc, ça va être des produits différents, acide lactique, acide acétique, alcool, etc. La chaleur, okay, pour conserver les aliments, c'est une méthode, encore une fois, qui est utilisée depuis très longtemps. Okay, on a réalisé que si on chauffait les aliments, ça tuait, du moins ça empêchait la nourriture d'être altérée trop rapidement. Peut-être qu'on ne comprenait pas encore, une fois, le lien entre la chaleur et la destruction des micro-organismes, mais on réalisait que la nourriture pouvait être conservée plus longtemps. Là, il y a plusieurs stratégies okay, impliquant la température qui sont employées, donc on va les regarder ensemble. Au départ, okay, l'importance du degré de la chaleur atteint. Donc, il faut parfois se rendre à un certain degré Celsius. Okay, chauffer à 50 degrés Celsius, c'est peut-être pas suffisant pour éliminer tous les micro-organismes. Donc, il y a la chaleur à atteindre, mais il y a aussi la durée à laquelle on expose les aliments. C'est bien beau dire je vais chauffer à 80 degrés Celsius, mais si j'expose, je sais pas, mon bœuf haché à 80 degrés Celsius pendant une minute, pas sûr que les bactéries au centre de la boulette vont être tuées. Donc, il faut exposer la viande, par exemple, dans ce cas-ci, dans mon exemple de hamburger, pendant un certain temps à une chaleur donnée pour s'assurer que la chaleur dans tout l'aliment, okay, la chaleur minimale soit atteinte et que les micro-organismes soient effectivement tués. Donc, deux facteurs pour la chaleur, le degré, puis la durée. Première stratégie utilisant la chaleur, donc il y a la thermisation. Donc, on va monter la température à plus de 60 degrés Celsius pendant quelques secondes ou quelques minutes pour le fromage de lait cru. Là, vous allez me dire, ben là, il n'est pas si cru que ça si on l'a chauffé. Oui, mais peut-être qu'on va juste réussir à éliminer quelques micro-organismes pathogènes qui sont peut-être moins nombreux, mais qui pourraient faire plus de dégâts. Donc, on va utiliser la thermisation. Donc, on a augmenté la température. La pasteurisation, c'est un processus que l'on connaît un petit peu plus, entre autres pour le lait, ça peut être la bière aussi ou certains jus. Donc, dans le cas de la pasteurisation, on va augmenter la température du liquide à environ entre 62 et 88 degrés Celsius, j'allais dire en moyenne à peu près à 72 75, pendant quelques secondes ou quelques minutes maximum. L'idée là-dedans, c'est qu'on veut, éliminer la très grande majorité des micro-organismes, mais on veut aussi conserver les qualités organoleptiques du produit. Donc, vous pasteurisez du lait, de la bière, OK. Donc, on veut éliminer les micro-organismes, mais je ne veux pas que le goût soit altéré, je ne veux pas que l'apparence, la texture, l'odeur ne soient changées. Donc, la pasteurisation va nous permettre ça. Ensuite, OK, puis là, vous allez voir, il y en a deux niveaux différents d'apertisation. Donc, l'apertisation des conserves acides. Okay? Puis pourquoi on insiste sur acide? Là, regardez bien. Quand un produit est déjà acide, okay? Donc certains fruits, certains légumes acides, des conserves de tomates par exemple, l'acidité elle-même est un agent qui va limiter la croissance des micro-organismes. Donc quand on chauffe le contenu de conserve de ce type-là, on a moins besoin de chauffer à une haute température puis sur une moins longue durée. Donc, par exemple, dans le cas de la pertisation de conserves acides, donc fruits, légumes acides, tomates, etc., donc on y va avec 100 degrés Celsius pendant quelques minutes, puis normalement, on est correct. Tandis que si le contenu de notre conserve n'est pas acide, donc par exemple, certains légumes ou certaines viandes, okay, je sais pas, le thon, les sauces, etc., donc là, on va vouloir chauffer un petit peu plus parce que le facteur acidité ne sera pas là pour lui-même limiter la croissance des micro-organismes. Okay? Surtout, par exemple, dans les conserves de viande, il y a plein d'éléments nutritifs dans la viande, plein de protéines, donc des bactéries qui iraient là-dedans pourraient s'en donner à cœur joie. Donc, on chauffe plus longtemps, pendant quelques minutes, et ça va nous permettre de pouvoir conserver ces boîtes de conserve-là pendant très longtemps. Ensuite, il y a la stérilisation, moins utile au niveau alimentaire, mais je l'explique. Donc, stérilisation, par exemple, en fait, alimentaire, oui et non. On peut vouloir stériliser le matériel, d'accord? Mais comme tel, ce n'est pas une denrée alimentaire qui passerait dans un autoclave, par exemple. Donc, on veut stériliser, c'est enlever toute forme de vie. Donc, même les endospores sont éliminés là-dedans. Donc, la température 120-122 degrés Celsius, mais ce n'est pas tout. Il y a de la pression, il y a une forte humidité aussi. Puis là, je dis plusieurs minutes, là, des fois, ça peut être jusqu'à 45 minutes. Là. Okay, la stérilisation. Donc, l'équipement de laboratoire, équipement médical, on veut, ou même décontamination.
Okay? Par exemple, quand vous êtes en laboratoire et que vous utilisez des plats de pétri, à la fin du labo, vous les jetez dans le sac orange biohazard. Donc, ce sac-là, à la fin du lab, on le met dans l'autoclave. Donc, tout le contenu est détruit et stérilisé. Donc, si on envoie le tout par la suite à la décharge, eh bien, on ne va pas envoyer plein de micro-organismes potentiellement pathogènes dans la décharge. L'upérisation ou le traitement UHT, vous avez peut-être déjà vu ça, on en a parlé aussi. Donc là, on monte à une température plus élevée, 132 degrés Celsius, mais pendant seulement quelques secondes. Okay? Si vous regardez le lait Grand Prix, par exemple, c'est un lait qu'on va retrouver sur les tablettes et non pas dans les réfrigérateurs, dans les épiceries. Donc, on l'a traité avec UHT, on peut le conserver tant et aussi longtemps que la boîte n'est pas ouverte. On peut le conserver à température pièce, mais dès qu'on l'ouvre, il faut le mettre au frigo. C'est le même principe pour les petites capsules de crème ou de café qu'on pourrait voir dans un restaurant. Donc, traitement UHT peut demeurer à température pièce, il n'y a pas de danger de s'intoxiquer ou d'être malade. Puis par la suite, ben, la cuisson, okay, c'est peut-être la façon la plus simple. Donc, que ce soit sur une poêle, au four, au barbecue, vous faites cuire quelque chose, des saucisses, je ne sais pas moi, sur un feu de camp, peu importe. Donc, la cuisson comme telle, c'est une bonne façon de tuer les micro-organismes de toute évidence, mais il faut s'assurer de la température interne. Par exemple, une pièce de viande, je parlais tantôt de mes boulettes de bœuf haché, donc plus elles sont épaisses, oui, elles vont être très bien cuites, souvent à la surface, mais l'intérieur pourrait être encore cru, donc des bactéries pourraient y survivre. Okay? Et comme la viande hachée, contrairement à un steak, chacun des petits grains de viande peut être contaminé par la bactérie, bien, il faut s'assurer que chacun de ces grains de viande-là atteigne une température suffisante pour tuer les bactéries. Tandis qu'un steak, souvent les bactéries vont être en surface. Donc, si vous faites cuire votre steak sur les deux faces, bien, généralement, vous êtes correct. Voilà pour la cuisson. Ah oui, puis juste faire une petite parenthèse, dans le fond, ceux qui pourraient me demander, bien là, les tartares, okay, le steak, OK, oui, le steak qu'on a haché pour faire un tartare, ou les sushis, par exemple, peuvent contenir des bactéries, donc il faut s'assurer que, bien, s'assurer, c'est peut-être dur de le vérifier, mais il faut faire confiance aux gens qui l'ont apprêté, qui ont pris des pièces de viande fraîche et qui les ont manipulées de façon efficace en respectant bon, les températures et tout. Ce qu'il faut savoir aussi, souvent, par exemple, pour les sushis, c'est que la viande, la chair de poisson, va avoir passé par un stade de congélation. Et en passant par un stade de congélation, ça tue les larves de vers et les protozoaires. Donc, il y a déjà une partie des micro-organismes qui seraient tués par le froid. Mais par la suite, bon, il faut s'assurer que la personne qui les manipule ne va pas les contaminer avec des bactéries. Parlant du froid, okay, donc, avec le développement de la technologie, parce qu'avant, c'était peut-être plus compliqué d'avoir accès au froid, toute l'année, du moins. Okay? Donc, la réfrigération, votre frigo, 0 à 4 degrés Celsius, c'est quand même une conservation à court terme. On ne pourrait pas conserver, par exemple, du lait indéfiniment, surtout un sac ou une pinte de lait ouverte, même s'il est au frigo. Il y a des micro-organismes psychrophiles qui vont finir par se développer, donc ça nous permet de conserver quand même les aliments sur une plus longue période, mais ce n'est pas infini. La congélation, là, on peut se permettre de conserver à plus long terme. Okay? Moi, on a un gros congélateur ici à la maison, donc on va y mettre des légumes congelés, des morceaux de viande. Des fois, on a apprêté des pâtes au saumon, donc on en congèle une partie. Faire des sauces pour les pâtes, là, de la sauce à spaghetti, donc on met tout ça là-dedans. Je viens de parler là, du cycle de congélation là, pour les sushis tartares, donc souvent, comme je le disais, si on a placé les morceaux de viande en congélation, ça va tuer une partie des micro-organismes. La surgélation, ça c'est souvent par l'industrie alimentaire. Donc souvent on pourrait par exemple cueillir des légumes, des fruits et on va les surgeler immédiatement pour pouvoir justement les conserver plus longtemps. Donc on va mettre nos légumes tout de suite en surgélation, puis ils vont mieux résister là, à la dégradation, puis on va pouvoir les consommer sur une plus longue période. Il est important de la cueillette ou de la production, par exemple de la viande dans un abattoir, de respecter la chaîne du froid. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. J'ai travaillé dans un abattoir de porc. L'endroit où l'abattage se faisait, c'était, on va dire, température pièce, mais parfois ça devenait très très chaud. Mais là où il y avait la coupe, okay, donc on coupait les différentes parties de viande, là c'était vraiment dans un congélateur. Donc les gens étaient habillés chaudement. Mais à partir de là, tout était conservé dans le froid. Donc la viande
à la coupe était dans le froid. Les camions de transport sont réfrigérés. On arrive à un entrepôt, c'est réfrigéré. Et sur les tablettes, pas les tablettes, j'ai fait le lapsus, la même chose dans la vidéo précédente. Donc, dans les réfrigérateurs ou congélateurs des épiceries, donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de réchauffement de l'aliment pour ne pas qu'il soit altéré. Quand vous avez un plat, vous avez fait votre souper, puis bon, il y a des restants, dès que le plat n'émet plus beaucoup de vapeur, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Ce que vous pouvez faire pour que ça se refroidisse de façon plus égale, c'est de le séparer en petites portions. Parce que si vous avez un gros récipient, je ne sais pas moi, de soupe, puis bon, la température a baissé, mais quand même, au volume, vous avez une grande quantité, donc ça serait long avant que la température de ce gros récipient-là vienne à 4 degrés Celsius. Donc, ce qu'il faut faire, idéalement, c'est de le séparer en petites portions et à ce moment-là, ça va se refroidir plus rapidement. Donc, il y a moins de chances que des micro-organismes s'y développent. Les emballages. Toujours vérifier l'intégrité des emballages des aliments, que ce soit des emballages en carton, métal, aluminium, plastique, verre. Inspectez les emballages, vous assurez qu'il n'y a pas que personne peut-être qui a ouvert la boîte de céréales. Je ne sais pas moi, la canne de métal, si elle est brisée, renfoncée. Voilà, vérifiez les emballages. Surtout par exemple les emballages de viande. Vous ne voulez pas avoir un emballage de viande où la pellicule plastique a été brisée. Là, ça pourrait compromettre de beaucoup l'intégrité de l'aliment comme tel. Certains aliments doivent pouvoir respirer, donc il ne faut pas nécessairement que ce soit toujours dans un emballage hermétique, comme certains fruits, certains fromages. Par exemple, certains fruits qu'on mettrait dans un emballage fermé pourraient mûrir beaucoup plus rapidement. Les bananes, entre autres, il faut les laisser respirer un petit peu. Certains aliments, eux, doivent être protégés de l'air, de la lumière et de l'humidité. Donc, par exemple, les tétrapaks, conserves en métal, canettes d'aluminium. Et ici, les avantages et les inconvénients du vrac. Donc, si vous avez déjà été dans, je sais pas moi, des compagnies comme Bulk Barn, des choses comme ça, il y a du vrac, puis moi, je vais acheter mes choses là. Il y a plusieurs avantages. Souvent, le prix, puis là, il faut vérifier, mais souvent, le prix pourrait être inférieur. Vous pouvez amener vos propres contenants, donc c'est peut-être plus écologique. Donc, il y a des aspects un petit peu positifs en ce sens-là. Mais les inconvénients, c'est que si, par exemple, un aliment demeure trop longtemps dans le vrac, ben, il pourrait y avoir altération par des micro-organismes, par des moisissures, par des bactéries. Les produits pourraient devenir rances, surtout quand on pense à des noix, des choses comme ça. Donc, il faut s'assurer de la qualité des aliments que l'on achète. Donc, quand je parlais de la vérification des emballages, je vous ai mis des liens. Par exemple, il y a un article produit par le MAPAC. Donc, l'emballage des aliments, comment on doit vérifier le tout. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Même principe, mais du côté de la CIA. Donc, beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et les protocoles standardisés américains. Donc, si vous allez voir les protocoles 21AB et 22ABCD, donc, eux vont vous dire, par exemple, comment ils vont examiner les aliments en canne, l'intégrité d'une canne, d'un contenant en verre, etc. Donc, ils ont des protocoles standardisés pour vérifier tous ces emballages-là. Puis vous pouvez remarquer, là, il y a plein d'aliments dans plein d'emballages différents. Contrôler l'air. Donc, un petit rappel, là, les divers besoins d'oxygène pour les bactéries. Rappelez-vous, il y en avait 5. Aérobie strict, besoin d'oxygène. Anaérobie facultatif, préfère l'oxygène, mais se débrouille sans. Anaérobie strict, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. Donc, entre autres, les bactéries comme Clostridium peuvent représenter un problème dans des aliments qui sont contenus sous vide où il n'y a pas d'oxygène, ou dans les cannes, par exemple. Microaérophiles, donc aiment une petite quantité d'oxygène, mais pas trop. Puis, vous avez les anaérobies aérotolérants qui, eux, n'ont pas besoin d'oxygène, mais en tolèrent la présence. Il y a les levures qui sont parfois des levures aérobies ou anaérobies. Puis les moisissures protozoaires et helminths sont toujours aérobies. Donc, dès que vous retirez l'oxygène d'un aliment, les moisissures protozoaires et helminths ne se développeront pas, vont y mourir. Par contre, les levures, certaines pourraient survivre sans oxygène, puis les bactéries aussi. Un point important ici, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais portez attention la prochaine fois que vous irez faire l'épicerie, puis regardez vos emballages de soit saumon fumé, fruits de mer, crevettes par exemple, poisson cru congelé ou sous vide. Regardez ce qui va être écrit.
OK? Il faut ouvrir le sac avant de les dégeler au réfrigérateur. Pourquoi? Bon, tant qu'on est à -20, c'est encore pas si pire. OK? Parce que souvent, ce sont des aliments qui sont peut-être emballés sous vide. Mais si je le prends du congélateur et que je le mets au frigo, disons pour qu'il dégèle tranquillement pour que je le mange le lendemain, bien, il faut faire une petite ouverture dans le sac. Pourquoi? Parce que ça va laisser entrer un petit peu d'air et ça va limiter les chances que cette bactérie-là, Clostridium botulinum, ne s'y développe. Parce que ce ne serait pas impossible qu'il y ait des endospores de cette bactérie-là dans votre emballage de poissons, de fruits de mer, etc. Et si, lorsqu'on dégèle le sac, okay, la boîte ou peu importe, vous la mettez au frigo, bien, s'il n'y a pas une petite entrée d'oxygène, cette bactérie-là pourrait profiter de la température qui est maintenant plus élevée, commencer à se multiplier, éventuellement peut-être même produire des toxines. Et si vous ne faites pas chauffer ou cuire l'aliment qui est dans le sac ou peu importe, bien là, vous pourriez vous intoxiquer. La toxine du botulisme est sensible à la chaleur, donc si on fait cuire, c'est un moindre mal. Mais si on pense sur mon fumé, moi, je ne le fais pas chauffer. Okay? Je vais le manger en entrée, je vais le mettre sur un bagel ou peu importe. C'est délicieux, mais il faut faire attention à ça. Il ne faudrait pas s'intoxiquer avec la toxine du botulisme. Ce qu'on peut faire aussi quand on contrôle l'air, c'est que dans les emballages, on peut aller jouer avec les concentrations des divers gaz qui s'y trouvent. Donc, on pourrait ajouter du CO2, ajouter de l'azote, okay, la lettre N pour azote, et on peut retirer l'oxygène, donc le faire sous vide. Par exemple, dans les sacs de chips, okay, 100% d'azote dans les sacs de croustilles. Oui, il y a plusieurs personnes qui font tout le temps la joke là-dessus. Là. Bon, vous avez un sac de chips, puis, quand vous l'ouvrez, les croustilles sont peut-être juste au milieu, 2/3 du sac. Puis on dit, oh mon Dieu, on paye pour rien. Mais là, c'est pas ça le principe. Quand on ajoute du gaz, c'est pour la conservation, mais c'est aussi pour éviter que les croustilles ne se fassent écraser. Vous ne voudriez pas manger de la farine de chips. Okay? Imaginez si c'est transporté et qu'il n'y a pas d'air dans les sacs. Tout ça se comprimerait, ça s'écraserait, ça ne serait pas le fun. Donc, en mettant du gaz, ça limite cette destruction-là de vos chips. Le gaz aussi permet la conservation. Puis, de toute façon, la réalité de la chose, c'est que vous ne payez pas pour un volume de croustilles, mais bien pour un poids de croustilles. Là, si le poids n'est pas respecté, ça c'est autre chose. Mais normalement, vous devriez avoir le bon poids okay, qui correspond à ce que vous achetez. Donc, vous payez le poids. Les petites sandwichs de dépanneur. Okay, 70% d'azote, 30% de CO2. Donc, encore une fois, on veut limiter la croissance des micro-organismes. Puis on s'entend que malgré ces gaz-là, ce n'est pas nécessairement des sandwichs qui ont une durée de vie illimitée. Là. Avec de la viande et de la mayo, souvent, ça peut favoriser la croissance de certains micro-organismes. Pour le fromage râpé, donc si ça ne vous tente pas de râper votre propre fromage, là, vous pouvez en acheter du râpé. Donc 30% d'azote, 70% de CO2. Le CO2 rend le milieu acide en l'absence d'oxygène, empêche la croissance des micro-organismes. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est de limiter la croissance des micro-organismes. Mais dès que l'emballage a été brisé, le sac est ouvert, bien là, on ne peut plus se fier là-dessus. La détérioration des aliments va prendre son cours normal. Un sac de chips, normalement, on ne va pas l'étirer sur 6 mois non plus. Votre sandwich de dépanneur, idéalement, vous la mangez au complet après l'avoir acheté. Puis votre fromage râpé, dans le pire des cas, bien, vous pouvez remettre le fromage au réfrigérateur. Et même nous, ce qu'on fait parfois à la maison, c'est qu'on en congèle. On râpe le fromage puis on en congèle une partie. Retrait de l'eau ou diminuer la quantité d'eau accessible. Donc, rappelez-vous de la notion du AW, j'y reviendrai. Donc, pour le retrait de l'eau, okay, le séchage, okay, les fruits, les tomates séchées, okay, les raisins secs, tout ce qu'on peut faire sécher avec le soleil. L'autre, ça va être bizarre, là, mais le séchage à froid, ce qu'on appelle la lyophilisation. Donc, on les met, les aliments sous vide, dans une température très froide. Puis ça, un exemple, c'est les morceaux de fraises séchées qu'on a dans les céréales. Par exemple, des Special K aux fraises. Là. Donc, ces fraises-là ont été lyophilisées. C'est la raison pour laquelle ces fraises-là ne se détériorent pas dans vos céréales. Okay? Parce que si on mettait des tranches de fraises fraîches là-dedans, ça serait épouvantable. Ça serait, les moisissures se paieraient un fun là-dedans. Quand j'étais à la maîtrise, okay, on lyophilisait certains des produits antibiotiques qu'on utilisait pour les conserver plus longtemps. Mais au niveau alimentaire, ça se fait aussi. On peut aussi, puis là, ça va vous rappeler le printemps québécois, concentrer
un produit en retirant de l'eau. Donc, par exemple, quand on fait du sirop d'érable, donc on récupère la sève, donc l'eau d'érable. L'eau d'érable a déjà un petit goût sucré, mais c'est quand même assez délicat. Mais si on veut la conserver plus longtemps et avoir le goût plus prononcé du sirop d'érable, donc on va la chauffer. Donc, on va avoir des bouilleuses dans les cabanes à sucre. Moi, j'avais un oncle qui avait une cabane à sucre, puis on allait visiter de temps en temps. Fait que c'est super le fun de voir ça, d'assister à ça, puis de boire un petit peu d'eau d'érable, c'était toujours délicieux, puis de goûter au sirop par la suite, de toute évidence. Donc, on concentre, on retire de l'eau, donc la pression osmotique, puis le fait qu'il y ait moins d'eau va rendre l'aliment plus longtemps conservé. Un petit lien intéressant, okay, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, on explique okay, comment on peut déshydrater les aliments, qu'est-ce qu'on peut déshydrater, comment le faire et tout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Puis ensuite, bon, la pression osmotique ou diminuer l'activité de l'eau, donc diminuer l'eau qui est accessible dans les aliments. Donc, on peut saler ou sucrer les aliments. Il y a quand même des micro-organismes qui peuvent se développer, donc les bactéries halophiles qui tolèrent le sel, les moisissures xérophiles qui peuvent se développer sur des aliments secs, puis les levures osmophiles, donc qui tolèrent ces concentrations élevées-là en sel ou en sucre. Puis quand on congèle les aliments, l'eau n'est pas disponible. Donc les micro-organismes ne peuvent pas avoir accès aux molécules d'eau, elles ont un aspect okay, ou un état différent. Donc à ce moment-là, l'eau n'est pas disponible, donc congeler la nourriture empêche les micro-organismes de s'y développer. Divers traitements peuvent être appliqués à la nourriture. Il y en a qui sont plus controversés, il y en a qui sont intéressants. L'irradiation. Okay? Donc, l'irradiation va être utilisée pour traiter divers aliments. Donc, on veut limiter, par exemple, la germination des patates et des oignons. Vous ne voulez pas que la patate, il y ait des germes qui poussent dessus. Même chose pour les oignons. Donc, ça augmente la durée de conservation de ces deux légumes-là. On peut vouloir aussi éliminer les insectes et les micro-organismes. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est là, le lien de la CIA, okay, où on explique ce que c'est l'irradiation. Parce qu'il y a des gens pour qui irradier les aliments, ça veut dire qu'on va les rendre mutants, qu'on va être radioactif, qu'on va subir des mutations. Ce n'est pas ça l'idée. Okay? Donc, il y a des rayons, littéralement, qui passent à travers la nourriture et ça va déstabiliser les structures, l'ADN des micro-organismes. Donc, les micro-organismes vont mourir. Oui, peut-être que ça va altérer aussi l'ADN du grain de la céréale, de la viande, mais l'ADN, de toute façon, vous allez la digérer, vous allez absorber les nucléotides par la suite. Donc, ce n'est pas question de subir des mutations et de devenir des monstres. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au Canada, les aliments qui sont irradiés, okay, on a la farine, le blé, les épices, les patates, les oignons, okay, depuis les années 90, et plus récemment, le bœuf haché. Le bœuf haché est toujours un aliment qui est problématique parce que des bactéries comme E. coli peuvent s'y retrouver et peuvent rendre les gens malades. Donc, en irradiant le bœuf haché, on limite les problèmes, les maladies du hamburger à E. coli O157H7, par exemple. Cette technique-là est plus récente, okay, le HPP. Dans le fond, puis vous voyez un petit peu l'image à droite. Donc, il y a des récipients comme ceux-là. On va mettre les aliments dedans. Le chariot, je vais l'appeler comme ça. Donc, le chariot va entrer dans l'appareil. Et dans cet appareil-là, on va le submerger dans de l'eau, dans du liquide, et on va exercer une pression extrêmement élevée là-dessus. Et juste cette pression-là, imaginez, c'est comme si vous étiez à 10 000 mètres sous le niveau de la mer. Okay? Nous, cette pression-là, c'est sûr qu'on meurt. Donc, les bactéries, les moisissures, ça va être la même chose. Donc, c'est une pression qui a été créée artificiellement sur ces aliments-là. Okay? Et ça élimine les micro-organismes. Puis ça permet, ça c'est intéressant aussi, là, au lieu de traiter par exemple à la chaleur ou à divers types de méthodes, là, on conserve entre autres par exemple les vitamines. Donc pour les jus de fruits ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne stratégie. La vidéo qui est là, je ne vais pas la regarder avec vous encore une fois, mais allez la voir, ça explique le processus, okay, comment ça fonctionne. Mais c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Puis vous avez aussi un petit lien pour expliquer dans quelles circonstances là, on peut utiliser ces appareils-là. Donc, c'est un petit résumé intéressant que vous pouvez aller consulter. Mais comme je l'ai dit, le HPP, c'est une technique relativement nouvelle. C'est un petit peu fastidieux parce que bon, la quantité d'aliments qu'on peut mettre dans les petits chariots est quand même limitée.
Donc, ça demande un roulement assez important là, pour s'assurer qu'il y ait des quantités importantes d'aliments qui soient stérilisés de cette façon-là. D'autres traitements avec l'ozone, donc par exemple, l'eau, les fruits, les légumes, la viande et le poisson, si on les traite à l'ozone, les bactéries vont être éliminées. Okay? Et même, ça peut enlever certaines odeurs désagréables. Donc, l'idée, c'est que l'on fait éclater les cellules de plusieurs micro-organismes, on détruit leurs enzymes, ça enlève les mauvaises odeurs. Donc, c'est un procédé qui peut être intéressant. Certaines villes vont ozoner l'eau potable. Donc, au lieu de la traiter au chlore, on la traite avec l'ozone. Ce sont des bonnes façons d'éliminer les micro-organismes. Les agents de conservation, maintenant, regardez, sortez des aliments, surtout des aliments transformés que vous avez à la maison, fouillez et regardez les listes. Okay? Il y a de fortes chances que vous allez voir acide citrique, ascorbique, sorbique, ne serait-ce que sur des paquets de gomme, sur des boissons gazeuses, vous allez voir des choses comme ça. Ascorbate, lactate, propionate de sodium, benzoate, sorbate, propionate de potassium, dans le pain, entre autres, certains fromages, vous allez voir ça. La fumée, okay, peut avoir l'air bizarre, mais la fumée va avoir un effet de conservation. Donc, souvent, si on la combine au salage, séchage, cuisson ou réfrigération, ça a un effet. Mais, okay, c'est pas parfait. Juste fumer comme tel, seulement la fumée, ça peut ne pas être suffisant. Ce qu'on recherche là-dedans, soyons honnêtes, c'est le goût. Mais bon, il faut faire attention parce que en trop grande quantité, ça peut être cancérigène. Donc, la fumée, c'est une méthode, ça existe. Okay? Souvent, là, par exemple, pour le poisson, donc du saumon qui va être fumé ou séché, il faut le combiner vraiment au séchage, puis parfois rajouter un petit peu de sel là, pour favoriser la conservation. Pardon. Les nitrites, on va en parler à la diapo suivante, mais les nitrites sont des substances chimiques importantes et qui ont prouvé leur efficacité contre des bactéries alimentaires pathogènes et pas les moindres. Clostridium botulinum, Salmonella et Listeria. Donc, c'est pour ça que l'industrie a tendance à les utiliser, surtout dans les viandes froides, parce que ça permet vraiment de limiter les cas d'intoxication à ces micro-organismes-là. Le problème avec les nitrites, c'est que souvent, si on les chauffe, donc si on chauffe la viande qui en contient, bien, il y a des chances que ces substances-là deviennent cancérigènes. Donc, on s'entend qu'au niveau de la santé, depuis que les gens en général savent que les nitrites peuvent être potentiellement cancérigènes, donc on veut de moins en moins en consommer. Mais là, l'industrie doit se réadapter, trouver d'autres produits ou utiliser une petite stratégie que je vais vous expliquer à la diapo suivante. Ensuite, les sulfites. Pour nettoyer toute l'instrumentation qui permet la production du vin peut être traitée au sulfite. D'ailleurs, dans les bouteilles de vin, souvent, ça va être, sur les bouteilles de vin, pardon, ça va être écrit contient des sulfites parce que certaines personnes vont y être allergiques, certaines personnes ne vont pas tolérer la présence de sulfites, donc vont avoir des maux de tête ou des choses comme ça. Donc, les sulfites sont utilisés pour nettoyer soit l'équipement ou même traiter le produit lui-même. Donc, vin, le cidre, la bière, les fruits et les légumes en conserve. Puis, il y a aussi des antioxydants phénoliques qui peuvent être ajoutés à certains produits pour en augmenter le temps de conservation. Les nitrites. Okay? Je reviens là-dessus, puis je vais vous donner, je l'ai déjà parlé, mais je vais répéter le petit truc de l'industrie. Donc, les nitrites sont ajoutés aux charcuteries, saucisses, jambon, etc. Comme je viens de le dire, c'est pas rien. Là. Okay? Je préfère avoir un peu de nitrite dans ma bouffe que de me taper une intoxication au botulisme, qui pourrait être mortelle. Ou avoir une salmonella qui ne va pas être le fun non plus, qui pourrait être mortelle aussi. Même principe pour la listeria, okay, avec la viande Maple Leaf qui avait été contaminée jadis. Bien, il y a des décès qui sont survenus. Les nitrites, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, mais c'est ce qui donne la couleur rose aux viandes de charcuterie. Donc, ce n'est pas nécessairement la couleur naturelle qu'on retrouve sur certaines charcuteries. Donne aussi l'arôme saveur agréable, puis ralentit l'oxydation de la matière grasse. Donc, ça ralentit le rancissement. Donc, il y a plein de qualités jusqu'à un certain point pour les nitrites, à part quand même le danger principal. Donc, les nitrites, lorsqu'ils sont chauffés en présence de protéines, donc dans de la viande, on s'entend, forment des nitrosamides qui sont cancérigènes. Donc, bien que tout cela soit vraiment positif, le danger n'est pas négligeable. Là, avoir un cancer. D'ailleurs, de toute façon, manger des charcuteries, ce n'est pas nécessairement la source de viande
la plus saine. D'ailleurs, si vous voulez être vraiment sain, vous allez diminuer votre consommation de viande, point. Mais les charcuteries, ce n'est pas la chose la plus santé, d'autant plus s'il y a des nitrites. Mais bon, c'est bon, il faut en manger de temps en temps. Okay? Moi, j'aime bien ça. Vous remarquerez que certaines compagnies vont acheter de la vitamine C, puis la vitamine C qui est ajoutée, donc l'acide ascorbique, ou des fois ils vont dire concentré de jus de citron. Donc, il y a de la vitamine C. C'est pour diminuer la transformation des nitrites en nitrosamine. Donc, ce n'est pas pour rien que les compagnies vont rajouter de la vitamine C. Ce n'est pas pour le goût, ce n'est pas pour que vous ayez une meilleure santé et que vous n'ayez pas le scorbut. C'est vraiment l'objectif initial, c'est vraiment pour diminuer le côté néfaste de la transformation des nitrites lorsque les nitrites sont chauffés. Et l'autre affaire dont je voulais parler, c'est quand on voit les viandes sans nitrites. Ou par exemple, dans l'emballage qui est ici, là, sélection naturelle, c'est écrit salami avec du porc et des ingrédients naturels sans ajout d'agents de conservation. Puis là, il y a une petite étoile. Il faut faire attention quand on lit ça parce que il y a ça ici. Extrait de céleri de culture. Qu'est-ce qui arrive là-dedans? Le céleri, c'est riche en nitrates. On prend le céleri, on le réduit en jus, puis on met des micro-organismes là-dedans. Les micro-organismes vont prendre les nitrates, puis les transformer en nitrites. Donc, ça nous prend des bactéries ou des mycètes qui sont capables de le faire. Mais il y a des bactéries qui le font. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on assèche le liquide qui contient maintenant des nitrites et on en fait, soit une poudre ou quoi que ce soit, et on va l'ajouter à la viande. Donc, on n'a pas ajouté de nitrites directement, mais dans la réalité, quand on dit qu'on a ajouté de l'extrait de céleri de culture, c'est qu'on a ajouté des nitrites qui ont été fabriqués par des micro-organismes à partir de nitrates présents dans le céleri. Donc, il ne faut pas vous laisser berner, même si on dit que c'est naturel et tout. Oui, jusqu'à un certain point, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais on vous cache un petit peu la vérité parce que dans ces emballages-là qui ont l'air un petit peu plus, on va dire, santé, là, parce que dès que tu vois les mots naturels, ça te donne confiance. Tu as l'impression que tu manges quelque chose de parfaitement sain pour ta santé, mais il ne faut pas se laisser avoir. Il peut y avoir des nitrites. Donc, ce que vous devriez rechercher, c'est vraiment ça ici. Donc, 100% sans nitrite ou sans aucun nitrite. La viande va être plus chère, parce qu'il y a peut-être plus de pertes, mais vous n'aurez pas les nitrites ou les nitrites cachés par l'extrait de céleri de culture. Renforcement des acquis. Donc, vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est là sur la conservation des aliments. C'est très bien fait, c'est vulgarisé, c'est merveilleux. Le site du MAPAC pour la durée de conservation de certains aliments. Donc, quels sont les facteurs dont on doit tenir compte. Donc, souvent, je passe vite quand je vous montre ça, mais allez les voir. Complétez le document sur la conservation des aliments. Ça va être votre petit devoir que vous allez faire. Puis, vous pouvez lire le chapitre 6 de votre manuel et y répondre aux questions. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Aussi, j'ai oublié de le dire, j'aime ça quand je fais ça, quand je vous dis au revoir et que je n'ai pas fini, il y a des manuels de référence qui peuvent être encore une fois utilisés. Ce livre-là, lui, de droite, est disponible à la bibliothèque, super bien fait. Puis celui-là est un petit peu plus technique, mais très, très, très complet aussi. Voilà, là j'ai vraiment fini. Bonne journée.